Alors bonjour à tous, dans cette leçon, on va parler de récursivité terminale et de boucle. Alors je vous montre d'abord un premier exemple très simple là, qui ressemble à ce qu'on a vu dans la leçon précédente et on va utiliser cet exemple-là pour démontrer le concept de récursivité terminale. Alors, j'ai une fonction traite, peu importe ce qu'elle fait, alors c'est une fonction que je veux appliquer à tous les éléments d'une liste. Donc j'ai défini ici ma fonction traite comme étant une fonction qui crée une petite liste doublée à partir d'un élément. Alors, je vais appliquer cette fonction traite-là sur les éléments d'une liste. Alors, de par ce qu'on a vu dans la leçon précédente, on va utiliser le pattern du coude vers le bas et du conse vers le haut. Alors, ce que je veux vous montrer ici dans cette leçon, c'est que quand on utilise cette approche-là, à chaque appel récursif, le dernier appel de fonction qui est effectué, c'est un appel à la fonction conse. On va regarder ça sur un petit exemple. Alors, on veut appliquer la fonction traite sur tous les éléments de cette liste. Alors, ce que je vois par la définition de ma fonction traite liste, c'est que si ma liste en question n'est pas nulle, alors je vais appliquer cette chaîne de traitement-là. Alors, ce que ça me dit, c'est qu'on va appeler le conse sur le résultat de la fonction traite-liste sur le quart de la liste en question, donc sur le premier élément de la liste. Dans notre exemple, le premier élément de la liste, c'est 2. Alors, on va produire une nouvelle liste qui va contenir le doublon 2, 2 par la définition de ma fonction traite qui est donnée ici. Alors, une fois que j'ai le résultat de mon traitement sur ma liste, ensuite, si je suis toujours le déroulement de mon appel, je dois appliquer la fonction traite-liste sur le reste de la liste, c'est-à-dire sur le coudre de la liste. Dans le cas de la liste 2, 4, 6, 8, ça veut dire que je dois appeler la fonction traite-liste sur 4, 6 et 8. Alors, voici donc notre premier appel récursif. Alors, ce qu'on voit bien, c'est que la dernière fonction qui est appelée, ce sera la fonction conse qui sera appliquée sur le résultat de l'appel récursif de traite-liste. Alors, juste pour faire un niveau de récursion supplémentaire, alors ce qu'on voit, c'est que maintenant, cet appel à traite-liste sera converti, puisque ma liste n'est pas vide, elle sera convertie aussi en un conse, et puis ce conse-là s'effectuera sur le premier élément de la liste, c'est-à-dire le 4 qui deviendra un doublon. Et ce conse-là sera appliqué sur le résultat, l'appel récursif à traite-liste, et qui sera appliqué sur le reste de la liste. Dans ce cas-ci, c'est 6, 8. On va ça un petit peu. Alors voilà mon nouvelle, comment se convertit cet appel à traite-liste là. Alors cet appel à traite-liste est converti en un nouvel appel récursif, qui pour se résoudre va résulter en un autre appel récursif, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne la liste vide. Voici donc la chaîne d'appel complète. Alors, quand la dernière appel retourne, donc quand l'appel à traite-liste avec une liste vide, donc le dernier appel retourne une liste vide, alors on applique un conse sur cette liste vide-là, qui me donne bien la liste avec les éléments 8, 8 à l'intérieur. Voilà. Donc, on a construit notre liste en ajoutant un élément à la liste vide. S'ensuit ensuite, on prend ce résultat-là, on ajoute les éléments 6, 6 à l'intérieur, suivi des éléments 4, 4, et des éléments 2, 2 en remontant la chaîne. Alors, on voit bien que toute cette construction-là de la réponse se fait en appliquant une succession de conses. Alors, c'est pour ça qu'on appelait ce pattern-là conse vers le haut, après avoir appliqué des coudres vers le bas. Alors, voici ma première solution simple. Alors, il existe le concept dit de récursivité terminale. Alors, on a une récursivité terminale lorsque le
la dernière fonction qui est appelée par une fonction construite de façon récursive, lorsque le dernier appel est l'appel à la fonction elle-même, donc l'appel récursif. C'est-à-dire que si je définis une fonction traitList, pour que cette fonction traitList-là soit considérée comme une fonction à récursivité terminale, il faut que le dernier appel qui soit fait soit un appel à la fonction traitList. Je répète que ce n'est pas le cas avec la fonction qu'on vient de voir précédemment, parce que le dernier appel effectué par cette fonction-là, c'est un appel à la fonction const. Alors, pour changer une fonction normale à une fonction récursive normale à une fonction à récursivité terminale, ce qu'il faut faire, c'est appliquer, c'est souvent passer par une fonction auxiliaire dans laquelle on va ajouter un paramètre afin d'accumuler le résultat qui sera retourné par la récursivité par la suite. Alors, on va voir comment on peut refaire la même fonction que tout à l'heure, notre fonction traitList, mais cette fois-ci en utilisant la fonction auxiliaire traitList2, identique à la fonction traitList, sauf qu'elle ajoute un paramètre lac qui permet d'accumuler les résultats. Et ce qu'on voit tout de suite, lorsqu'on va avoir appliqué suffisamment de coudre sur notre liste L pour résulter en une liste nulle, alors le résultat final qui sera retourné, ça sera lac, donc le résultat de l'accumulation des réponses. Cette liste-là sera donc retournée par toute la chaîne de récursivité. Alors, si je retourne à mon document Word précédent pour voir ce qui se passe en pratique quand on va utiliser traitList2, alors ce que je vois, c'est que la liste traitList, la fonction, traitList, appelle la fonction traitList2 en ajoutant le paramètre supplémentaire d'accumulation et en initialisant ce paramètre supplémentaire-là à une liste vide. Donc, si je veux faire le traitement de la liste 2, 4, 6, 8, alors, à l'intérieur de la liste trait2, j'ai donc le traitement de la liste à traiter et puis le résultat accumulé qui, pour le moment, est initialisé à nul. Alors, si on regarde la structure d'appel, puisque notre liste à traiter n'est pas nulle, on va faire l'appel récursif qui suit. Donc, on va appeler de façon récursive traitList2 et on va appeler traitList2 sur le code de la liste. Alors, le code de la liste, c'est 4, 6, 8. Alors, voici la liste qui reste à traiter et c'est ça qui nous fait descendre dans la récursivité. Ensuite, il faut appliquer la fonction append. Alors, la fonction append se fait sur la liste accumulée, donc sur les résultats accumulés jusqu'à présent. Donc, il faut faire un append de la liste vide, puisque c'est notre résultat accumulé, et on va faire un append sur le résultat du traitement du premier élément de la liste, c'est-à-dire l'élément 2. Alors, dans ce cas-ci, on va doubler cet élément-là. Ça, c'est le résultat du traitement du premier élément. Et puis, on fait une liste avec ce résultat-là. Alors, faire une liste avec le résultat, c'est entourer ce résultat-là d'une liste. Donc, il me reste à faire un append entre ces deux éléments-là. Alors, ce que je vois, c'est que si je fais un append entre ces deux éléments-là, je vais évidemment faire la concaténation d'une liste vide avec une autre liste, mais ça donne la liste en question. Donc, voilà, finalement, de quoi aura l'air mon appel récursif dans ce cas-ci. Alors, cet appel récursif-là, on va l'effectuer. Alors, puisque ma liste n'est pas vide, on va donc produire à nouveau l'appel ci-dessous. Alors, ce qui veut dire que je vais avoir à appeler traitList2 avec le coudre de cette liste-là, qui est 6, 8. Et on va donc utiliser le code de cette liste-là. Et puis, on va tout simplement faire un append sur mon résultat accumulé. Alors, append sur mon résultat accumulé. Alors, mon résultat accumulé,
Donc, une parenthèse ici. Alors, mon résultat accumulé, c'est la liste qui contient les éléments 2, 2. Alors, je vais faire un happen de ce résultat accumulé-là avec le résultat du traitement du premier élément de la liste. Alors, le premier élément de la liste, ici, c'est un 4. Alors, je vais faire la liste qui contient 4, 4. Voilà mon résultat. Alors, pour faire le happen donc, de cette liste-là avec cette liste-là, c'est-à-dire le résultat du happen, la concaténation de ces deux listes-là, c'est une liste qui contient ces deux éléments-là. Chacun des éléments est une liste de doublons. Alors, le résultat du happen sera encore une fois donné par la liste ici. Alors, évidemment, cet appel génère un nouvel appel récursif. Puis là, on voit bien qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est en train de construire notre solution finale par une succession de happen qui vont extraire à chaque fois chacun des éléments de ma liste à traiter en appliquant le COUD. Alors, si on réécrit la prochaine récursivité, alors j'aurai tout simplement l'élément 6 qui a été traité, le COUD de la liste qui devient 8, et je refais un autre appel récursif à cette liste 2. Donc, on voit bien qu'à chaque fois qu'on fait un appel récursif, le dernier appel qui est effectué, c'est l'appel à cette liste. Donc, c'est l'appel récursif qui est toujours effectué en dernier. Et ça continue comme ça, en faisant le traitement du prochain élément de la liste à traiter, la liste à traiter qui n'en contient plus qu'un seul. Alors, le résultat sera donc notre résultat final. Comme il n'y a plus rien à traiter, alors ce qu'il faut retourner, c'est simplement le résultat accumulé, ce qui veut dire que maintenant, toute cette chaîne d'appels-là va retourner le résultat accumulé qui a été calculé en descendant dans la récursivité. Alors, c'est pour ça que, dans ce cas-ci, mon résultat final sera bien le résultat souhaité, c'est-à-dire ma liste complètement traitée. Donc, tous mes doublons ont été créés correctement. Donc, chaque appel à traite liste 2 va retourner ce résultat-là, et ce qui a déclenché le retour de ce résultat final-là, c'est le fait qu'on se retrouvait avec une liste à traiter nulle, donc on retournait le résultat accumulé à chaque appel récursif. Alors voilà ce que c'est une récursivité terminale. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir une récursivité terminale? C'est simplement pour des raisons d'optimisation. Alors il se trouve qu'une fonction avec récursivité terminale peut être mieux optimisée lorsqu'elle est compilée. En fait, le compilateur arrive facilement à transformer cet appel récursif-là en une boucle d'appel. Alors, ça permet d'éviter le coût à payer pour chaque appel récursif. À la place, cette fonction-là se convertit très bien donc en une procédure contenue à l'intérieur d'une boucle. Donc, en général, en Scheme, quand on le peut et quand on a besoin d'efficacité, il est préférable de toujours définir une fonction avec récursivité terminale. Alors, je vous montre un autre exemple de récursivité terminale. Alors, je veux transformer la fonction factorielle qu'on connaît bien maintenant en une fonction factorielle qui sera avec récursivité terminale. D'abord, on regarde notre définition originale. Alors, on a notre fonction factorielle et puis la définition récursive nous dit que le factoriel d'un nombre, c'est simplement ce nombre multiplié par le factoriel de n-1. Donc, c'est la définition habituelle. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans cet appel récursif-là, à chaque fonction, la dernière fonction qui est appelée, ce sera la fonction multipliée. Donc, c'est pas une récursivité terminale parce qu'il faudrait que ça soit factoriel qui soit la dernière fonction appelée. Alors, je veux transformer cette fonction factorielle-là en récursivité terminale. Je vais donc définir une fonction factorielle auxiliaire. Cette fonction factorielle auxiliaire va
procéder en construisant un résultat qui sera accumulé d'appels récursifs en appels récursifs et qui sera retourné à la fin comme résultat global par chacun des appels récursifs à factoriel. Alors ça, c'est ma fonction factorielle B, qui est ma fonction auxiliaire. Alors on débute évidemment avec une solution initiale qui est égale à 1 dans le cas du factoriel, parce qu'on va appliquer des multiplications successives. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors si jamais ma réponse, mon n, c'est-à-dire sur lequel je veux calculer mon factoriel, tombe à 0, alors je vais retourner simplement la réponse, qui sera la réponse complètement construite. Ensuite, chaque appel récursif procède comme suit. Alors, on va rappeler la fonction factorielle, mais avec n-1. Et une fois qu'on a ce résultat-là, donc, à chaque appel factoriel de n-1, à un moment donné, on va tomber sur le cas où n va tomber à 0, et on va retourner notre réponse qui va s'être construite à chaque appel récursif. Alors, comment on construit cet appel-là à chaque appel récursif? Alors, on prend notre n, qu'on multiplie par notre résultat temporaire, alors qui est initialement à 1. Alors, disons que je voulais calculer le factoriel de 4. Alors, je calculerai 4 fois 1, ce qui me donne 4. Alors, ça, c'est mon résultat intermédiaire. Je rappelle le factoriel avec n-1, c'est-à-dire 3. Alors, une fois que factoriel de 3 est appelé, on va calculer n-1, donc le prochain factoriel qui sera appelé, ça sera sur le 2, mais on construit notre réponse intermédiaire. Alors, c'est-à-dire qu'on a 4, et maintenant, on va multiplier ce 4-là par 3 pour donner 12. Alors, ça, c'est mon appel récursif. Alors, je rappelle factoriel avec 2. Alors, une fois que j'ai mon factoriel de 2, ma réponse temporaire que je suis en train de construire, elle est à 12. On va faire 2 fois 12 pour donner 24. Et ce 24-là va être appelé avec factoriel comme paramètre ici de 2 moins 1, 1. Alors, on va tomber à factoriel 1. Alors, on va reconstruire notre solution à 24. On va rappeler le factoriel qui va tomber à 0. Et là, on va retourner 24 comme étant la réponse globale. Donc, on voit qu'en descendant 4, 3, 2, 1, on a fait nos multiplications pour construire notre solution globale. Une fois que notre solution finale est construite, on n'a qu'à le retourner d'appel récursif en appel récursif. Alors, si vous vous souvenez de la fonction filtre de la leçon précédente, eh bien, on peut prendre cette fonction filtre-là et aussi la transformer en un appel, en une fonction récursive terminale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours la même recette. On va avoir notre fonction filtre qui va appeler une fonction help, auxiliaire, filter help qu'on appelle ici, qui va tout simplement accumuler le résultat des appels, d'appels récursifs en appels récursifs. Quand on va avoir traité toute la liste sur laquelle toute la liste qu'on veut filtrer, bien à ce moment-là, le nouvel argument qu'on a créé va contenir mon résultat final qui sera retourné par chacun des appels récursifs. Alors, je vous rappelle que la fonction filtre, on lui donne un prédicat et tous les éléments qui répondent vrai à ce prédicat-là seront conservés dans la liste finale. Alors, si c'est une liste de nombres et je décide que mon prédicat détecte ou retourne vrai lorsque le nombre est pair, alors ça veut dire qu'à la fin, je vais me retrouver avec une liste qui ne contient que des nombres pairs. Alors, la fonction auxiliaire filtre, comment elle procède? Elle procède exactement de la même façon que notre fonction précédente avec récursivité terminale de notre traite liste. Alors, il faut traiter notre liste avec une succession de coudes, et puis à chaque appel récursif, on construit une partie de la solution sur le quart de cette liste-là. Alors, comment on fait ça avec notre fonction filtre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, notre fonction filtre ici utilise un prédicat, et ce prédicat-là est appliqué sur le quart de la liste. Alors ça, c'est notre liste originale. Alors, on applique le prédicat dessus, et si le prédicat retourne vrai, il faut garder dans la liste finale ce résultat-là, donc il faut garder le quart de la liste.
Et si ce prédicat-là retourne faux, on tombe dans le cas else, à ce moment-là, ce corps de liste-là, donc le premier élément de la liste, il ne faut pas le garder dans la réponse finale. Et c'est comme ça qu'on va construire notre réponse, c'est-à-dire que si on est dans le cas où il faut garder l'élément, alors la réponse finale va être construite en attachant l'élément, donc le premier élément de la liste qu'on veut conserver. Si c'est un nombre pair, on veut le conserver dans le résultat. Alors on fait un const de cet élément-là sur notre résultat qu'on est en train de construire. Alors que si le nombre n'est pas pair et qu'on voulait conserver que les nombres pairs, alors si on a un nombre impair, à ce moment-là, on ne veut pas ce nombre-là, on ne veut pas conserver le quart de la liste. Donc, on va tout simplement retourner ou passer à la récursivité suivante. On va passer ce résultat-là dans lequel on n'a pas attaché le const du premier élément comme on l'a fait dans le cas où on voulait conserver l'élément. Donc, voilà une situation où il y a deux possibilités pour faire notre appel récursif, mais qu'on soit dans l'un cas ou comme dans l'autre, on sait que le dernier appel de fonction qui sera effectué par notre fonction récursive, ça sera un appel récursif à la fonction filterHelp, ce qui me donne bien une récursivité terminale. Notons au passage que la première condition qui est testée, c'est de savoir est-ce que notre liste, est-ce qu'on a passé à travers tous les éléments de notre liste, donc est-ce que notre liste est nulle? Si notre liste est nulle, on aura construit, ça veut dire qu'on aura construit tout notre résultat, et c'est ce résultat-là qu'on doit retourner. Petite subtilité, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on a utilisé le const ici pour bâtir notre solution, alors à chaque appel récursif, on place le résultat courant au début de la liste. Alors si vous suivez bien le raisonnement, vous allez vous apercevoir que donc le résultat construira le résultat sera construit dans l'ordre inverse puisqu'on fait toujours un const sur le dernier élément de la liste. Donc, si on avait une liste qui devrait contenir les éléments 2, 4, 6, les éléments 2, 4, 6 après le filtrage, mais dans la liste résultat construit à l'envers, ça sera 6, 4, 2. Alors, c'est un petit changement qu'on peut corriger facilement au niveau de l'appel principal en appliquant la fonction reverse qui va inverser notre liste. Bon, évidemment, il faut s'assurer qu'en faisant ça, on ne va pas perdre l'efficacité gagnée par le fait d'avoir utilisé une fonction de récursivité terminale. Mais enfin, techniquement, notre fonction filtre ici utilise une récursivité terminale pour s'exécuter. Alors, on va maintenant regarder une nouvelle fonction de Scheme, la fonction do, qui permet en fait de réaliser une boucle comme on le ferait en programmation procédurale, plutôt que d'utiliser la récursivité afin de parcourir par exemple une liste. Évidemment, la récursivité en programmation fonctionnelle, c'est l'outil de base et c'est celui-ci qu'on devrait utiliser. Mais quand même, le Scheme donne accès à la création de boucles si vraiment on y tient ou si vraiment pour une raison ou pour une autre, c'est beaucoup plus facile de le réaliser comme ça. Mais encore une fois, il faut se méfier de cette approche puisqu'elle n'est pas du tout conforme au paradigme de programmation fonctionnelle. Alors, le mieux pour regarder le fonctionnement de la fonction do, on va aller vers la console Scheme. Alors, testons maintenant la fonction do. Alors, la fonction do débute par définir une série de variables qui vont être utilisées à l'intérieur de la boucle. Et chaque variable se définit ici. On a le nom de la variable. On a sa valeur initiale, par exemple i qu'on va initialiser à 0. Et puis, il y a l'opération de mise à jour qu'on veut faire à chaque tour de boucle. Alors, disons que dans ce cas-ci, je veux ajouter 1 à i à chaque tour de boucle. Alors, voilà pour ma première variable. Alors, on peut en définir autant qu'on veut. Alors, je pourrais en définir une autre j que je peux initialiser à 1. Et puis, on pourrait, par exemple, à chaque tour de boucle, vouloir multiplier j par 2. Alors voilà mon autre variable i et j qui définit finalement le corps de ma boucle. Alors c'est un peu ce qu'on mettrait
Si on était en Go et si on se créait une boucle for, là, ça serait un peu le genre de déclaration qu'on pourrait faire. Le deuxième élément de la boucle do, c'est la condition pour faire arrêter la boucle. Alors, si on veut arrêter la boucle, alors, par exemple, dans mon exemple ici, le test qu'on pourrait faire pour provoquer l'arrêt de la boucle, c'est de regarder si i serait égal bon, on va juste à 5, par exemple. Alors, lorsque i sera égal à 5, la boucle va s'arrêter et l'expression qui va être retournée, c'est l'expression qu'on met ici après la condition. Alors, disons qu'on va vouloir retourner alors n'importe quoi. Alors, disons i multiplié par 100, et puis auquel on va ajouter la valeur de j. Voilà. Peu importe ce que c'est. Alors ça, c'est ce qui va se produire quand la boucle va s'arrêter. La dernière chose, c'est l'expression qui va être évaluée à chaque tour de boucle lorsque le test qu'on fait d'arrêt de boucle s'avère faux. Alors c'est ce qu'on fait à l'intérieur du corps de notre boucle à chaque fois. Alors dans ce cas-ci, on va tout simplement écrire i pour voir tiens, écrivons plutôt j pour voir comment il se comporte à chaque tour de boucle. Voilà. Alors ça, c'est la structure de ma boucle do. Et si on la regarde maintenant en action, alors on a les valeurs de j qui sont imprimées à chaque tour de boucle. Alors 1, 2, 4, 8, 16. Et à un moment donné, notre i, pardon, s'est retrouvé égal à 5. Alors 5 fois i, ça donne 500. Auquel on ajoute la valeur courante de notre j, égale à 32. Alors c'est pour ça que le dernier nombre qui est écrit, c'est le 532, qui est la valeur retournée par l'expression ici, après que le test égal i5 a été conçu a été testé comme étant vrai. Alors on va maintenant utiliser la fonction do afin de définir la fonction Fibonacci qui permet de retourner le énième terme de la suite de Fibonacci. Alors par définition, dans la suite de Fibonacci, le premier terme de la suite, c'est lorsque n est égal à 0, donc c'est 0. Le deuxième terme de la suite, c'est lorsque n est égal à 1, c'est égal à 1. Les autres termes sont simplement la somme des deux termes précédents. Pour clarifier les choses, si on sait que nos deux premiers termes sont 0 et 1, le terme suivant, c'est 0 plus 1, c'est 1. Alors, le terme suivant, c'est 1 plus 1, c'est 2. Le terme suivant, c'est 1 plus 2, c'est 3. Le terme suivant, c'est toujours la somme des deux précédents, 2 plus 3, 5. Le terme suivant, 5 plus 3, 8. Alors, je veux faire ce calcul, donc me faire ma fonction de Fibonacci qui va me retourner le terme numéro n de la suite de Fibonacci. On fait ça avec une boucle do. Si on est en programmation fonctionnelle, ça aurait été une meilleure idée de le faire de façon récursive, mais on veut illustrer le fonctionnement de la boucle do. La fonction do, donc. On a donc les variables et leur valeur initiale, ainsi que ce qu'on doit faire à chacun des tours de boucle. Alors, si je me lance à extraire, à vouloir calculer le terme numéro 4 de la série de Fibonacci, ça veut dire que mon i est initialisé à 4. Alors ça sera la valeur de mon i. Mon A1 est initialisé à 1, alors que mon A2 est initialisé à 0. Alors ça, c'est mon premier tour de boucle. Alors, puisque mon i n'est pas égal à 1, à ce moment-là, ça veut dire que je continue à tourner dans ma boucle do. Alors, la première chose que je fais, c'est de réduire mon i de 1. Alors, je me retrouve avec mon A1, mon i est égal à 3. Mon A1 va être égal à A2 plus A1. A2 plus A1, ce qui va me donner encore 1.
Alors que mon A2, lui, sera égal à la valeur de A1, mais il faut noter que c'est la valeur de A1 avant qu'elle ait été initialisée. Alors, c'est la valeur de A1 telle qu'on l'avait précédemment. Alors, ça me donne un A2 qui est égal à 1 aussi. Voilà, je viens de faire un autre tour de boucle, j'ai pas mon i égal à 1, donc on va tomber avec mon i égal à 2. Alors, mon A1 est égal à la somme de A1 et A2, donc ce qui me donne un A1 égal à 2. Et mon A2, lui, devient égal à ce qu'était le A1, donc il est égal à 1. C'est mon A2 qui est égal à 1. Non, je ne suis pas encore rendu au cas i égale à 1, donc je fais un autre tour de boucle. Alors, mon tour de boucle suivant, je fais à nouveau A1 plus A2 qui va être égal à A1, alors ce qui me donne mon 3. Mon A2, pardon, est égal à ce qu'était mon A1, donc A2 va être égal à 2. Et je donc refais mon test. Alors cette fois-ci, mon test me dit que oui, i est égal à 1, donc je vais retourner le terme numéro 4 de la série de Fibonacci, le terme numéro 4, pardon, qui est la valeur 3. Voilà comment fonctionne ma boucle do dans ce cas-ci. Un autre petit exemple pour illustrer le fonctionnement de la boucle do. Alors, c'est ma fonction somme dans ce cas-ci, qui serait très facile à faire de façon récursive. Mais bon, alors on veut montrer comment le do fonctionne. Alors, on veut sommer les éléments d'une liste, 1 plus 2 plus 3, ce qui me donne bien 6. Alors, j'ai ma boucle do. Alors, ma boucle do me dit que je vais créer la variable x qui va être initialisée à la liste que je veux traiter. Et à chaque tour de boucle, mon x va devenir le coudre de x. Donc, ce qui veut dire que premier tour de boucle, x est égal à 1, 2, 3. Le tour suivant, il est égal à 2, 3. Le tour suivant est égal à 3. Puis, il sera égal à nul. Alors, effectivement, le test qui est fait pour arrêter la boucle do, c'est de voir si je suis en train de faire le boucle do, le traitement sur une liste vide. À ce moment-là, je vais retourner le résultat d'accumulation. Alors, ACC est une autre variable qui est définie dans ma boucle do. Alors, moi, la variable d'accumulation, elle est initialisée à 0. Et à chaque tour de boucle, ce que je veux faire, c'est prendre ce résultat d'accumulation, cet accumulateur-là, et lui additionner le quart de la liste. Donc, au début, je lui additionne 1, plus 0, 2 plus 1, 3 plus 2, etc., plus le 3, en fait, et ainsi de suite, donc jusqu'à ce que je me retrouve avec une liste vide. Donc, très simple application de ma boucle do. Alors, c'est une fonction qui peut être utile de temps en temps, mais dont il ne faut pas abuser, puisqu'on sort complètement de notre paradigme fonctionnel. Je termine avec une fonction très simple qui est utile de connaître quand on a besoin de générer une liste rapidement. C'est la fonction buildList. Alors, la fonction buildList me permet de construire une liste dans ce cas-ci, 10 éléments. Et puis, comment on construit cette liste-là? On donne à buildList une fonction, et cette fonction-là sera appliquée sur tous les entiers naturels, en fait, les 10 premiers entiers naturels qui seront automatiquement générés par la fonction buildList. Alors, la fonction buildList, alors, on va utiliser cette liste-là pour générer, disons, une liste de 8 éléments. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, on veut passer à la fonction buildList, on veut lui passer une fonction. Alors, un cas trivial, puisqu'on utilise les entiers naturels, je vais lui donner comme fonction la fonction valeur absolue, ce qui va essentiellement ne rien faire, puisque la valeur absolue d'un entier naturel positif, c'est cet entier-là. Donc, ça va nous permettre de voir que buildList fonctionne avec effectivement les 8 premiers entiers naturels positifs. Alors, on peut appliquer n'importe quelle fonction à buildList. Alors, comme dans notre exemple, au lieu de donner à buildList une fonction triviale comme celle-ci, on peut lui décider de lui donner une fonction lambda.
qui doit s'appliquer sur un nombre, et on décide qu'est-ce qu'on veut faire avec ce nombre-là. Alors, disons qu'on pourrait imaginer qu'on veut multiplier ce nombre-là par lui-même, ce qui va me donner une liste de 8 nombres, les 8 premiers nombres mis au carré. Et voilà, c'est le résultat qui se produit. Donc, on voit bien qu'avavec BuildList, là, on peut, comme ça, rapidement se bâtir une liste qui souvent est utilisée comme input à un autre traitement qui sera effectué par la suite. Voilà pour aujourd'hui. Merci.